Voilà, donc nous allons commencer le webinaire. Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je me présente, Marion Fénan de la Chambre allemande. Je vais m'occuper de la modération de ce webinaire qui a été organisé par la Chambre allemande avec l'intervention de Madame Astrid Ostolog, qui est experte en sécurité, séisme au travail et prévention des risques sismiques et également fondatrice de Vigilance Caraïbes. Elle prendra la parole d'ici quelques instants. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la sécurité au travail en cas de séisme. Donc, comme ces phénomènes sont plutôt imprévisibles, il est d'autant plus important de s'y préparer à l'avance et de prendre des mesures de sécurité. Donc, avant de commencer, quelques mots sur le déroulement du webinaire. D'ici quelques instants, nous allons passer à l'intervention de Madame Astrid Ostolog et nous passerons ensuite à une partie de questions-réponses. Donc, si vous souhaitez poser une question ou faire part d'un commentaire, le chat est à votre disposition et en fin de session, je lirai vos questions à voix haute afin que Madame Ostolog puisse y répondre. Voilà, donc je laisse à présent la parole à Astrid Ostolog. Merci à tous. Merci Marion, bonjour à tous. Donc, je me présente à nouveau. Donc, je suis Astrid Ostolog de la société Vigilance Caraïbes. J'officie en Martinique et je me déplace bien sûr dans la Caraïbe et dans le monde. Donc, Vigilance Caraïbes est une société qui propose des solutions pour réduire l'impact des catastrophes naturelles, mais spécialisée en séisme, donc réduire l'impact dans les organisations, donc entreprises, associations, collectivités, sociétés, écoles, etc. Donc, elle existe depuis 2010, donc le séisme d'Haïti. Donc, à l'époque, j'étais secouriste. Donc, j'ai fait partie des équipes qui ont reçu des rescapés haïtiens. Et en Martinique aussi, on est très confronté au séisme. Notre dernier séisme, ça date du 1er septembre. Donc, du coup, je me suis spécialisée dedans. Je me suis formée au séisme et à la gestion du stress lié au séisme. Donc, je suis aussi sophrologue. Donc, nous avons quelques minutes. Je vais essayer de condenser des formations qui, en général, sont beaucoup plus longues. Donc, j'ai des formations de 4 heures à 7 heures. Là, je vais essayer de faire en 1 heure le maximum pour vous donner un maximum d'informations. Et puis, mes pensées, mes condoléances aussi aux familles qui ont été touchées. Et beaucoup de courage pour la reconstruction, qu'elle soit psychologique ou physique et mentale aussi. Et je me tiens à votre disposition à la fin du webinaire pour toutes vos questions. Donc, voici mon sommaire. Dans un premier temps, on va voir le contexte tectonique, très rapidement, c'est de la vulgarisation. Et dans un deuxième temps, on va passer vraiment au cœur du sujet, qui sont les consignes de sécurité avant, pendant et après. Alors, même si ça peut paraître bizarre, parce que le séisme, c'est un phénomène imprévisible, il y a quand même un avant. L'avant, c'est quand ça ne tremble pas. Donc, tant que ça ne tremble pas, on est toujours dans l'avant. Alors, rapidement, le contexte tectonique. Donc, la Terre est recouverte de plaques. Donc, des plaques qui s'emboîtent les unes dans les autres, un peu comme les pièces d'un puzzle. Donc, nous sommes tous situés sur des plaques tectoniques ou souvent à la frontière des plaques. Donc, la plupart des pointillés que vous voyez en bordure de plaques, ce sont les séismes enregistrés à travers le monde. Donc, vous êtes aussi soumis au mouvement des plaques tectoniques. Contrairement à nous, vous n'êtes pas... nous, on est vraiment impactés. Nous sommes sur la plaque Caraïbe, donc nous sommes vraiment en bordure de plaque. Vous êtes plutôt de ce côté-là. Vous avez la plaque eurasienne qui joue quand même avec vous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Très en profondeur dans les roches. Donc, les plaques se déplacent à cause du magma. Et très en profondeur dans les roches, ces plaques accumulent de l'énergie. Et au bout d'un moment, cette accumulation d'énergie doit se libérer, puisque la Terre vit. Donc, cette accumulation d'énergie qui se libère à un point précis qui s'appelle le foyer du séisme. Donc, pour vous, ça a été enregistré à 20 km de profondeur, ce qui est très peu profond. Et ce qui a des conséquences très, très graves, bien évidemment. Plus le foyer est en profondeur, moins les dégâts sont perceptibles. Et moins le foyer est profond, bien évidemment, plus les ondes arrivent très rapidement en surface et provoquent des dégâts sur les infrastructures. Donc, plus on est éloigné du foyer et moins les dégâts sont prononcés sur les infrastructures. Donc, votre séisme est localisé au sud de Marrakech. Donc, je ne vois plus ma souris. Au sud de Marrakech, voilà. Donc, des régions très habitées pour certaines parties, des régions côtières aussi qui ont été touchées. Il faut savoir qu'un séisme se passe en 3 phases. Vous avez les premières secousses, donc les premières secousses qu'on ressent, souvent accompagnées d'un grondement. Donc, il y a eu beaucoup de témoignages de personnes qui entendaient un grondement. Donc, c'est l'arrivée des ondes. Ce sont les ondes de compression, les ondes primaires. Donc là, c'est le moment où on se demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment un séisme ou est-ce que c'est un camion? Est-ce que c'est une explosion? On a vraiment un bruit sourd et puis ça s'arrête. C'est ce qu'on appelle le calme sismique qui dure entre 3 et 6 secondes. Normalement,
c'est à ce moment-là qu'on devrait réagir. Malheureusement, comme on est encore dans le doute des ondes primaires, on attend pour voir vraiment ce qui se passe. Et là, on a les ondes secondaires qui sont vraiment beaucoup plus violentes, qui sont les ondes de cisaillement et là qui provoquent des dégâts. Donc le séisme en lui-même, c'est 3 phases. Onde primaire, calme sismique et onde secondaire. Ensuite, il y a une autre partie qui sont les répliques qui n'ont rien à voir avec le séisme principal, mais ce sont les restes tout simplement. Mais le séisme en lui-même, on a vraiment ces 3 phases-là et ce sont 3 phases vraiment, comment dire, cruciales pour agir, pour réagir, qui passent vraiment très vite. C'est vraiment des phases cruciales pour se protéger. Malheureusement, souvent, on est pris de court parce que c'est imprévisible. On n'a pas forcément de signes précurseurs. Peut-être certains vont parler de l'agitation des animaux, mais encore faudrait-il être conscient que tel signe égale tremblement de terre. Alors, on a des répliques qui sont quasiment systématiques après tous les séismes. Concernant le Maroc, il y a eu des répliques 19 minutes après le séisme principal. Les répliques peuvent être aussi conséquences qu'un séisme principal, et puis au fur et à mesure, elles diminuent. Donc vous, votre première réplique, elle a eu lieu 19 minutes après. Elle était d'une magnitude 5,1, ce qui est costaud quand même. Puis, au fur et à mesure, les répliques vont en se déclinant, donc magnitude 4, magnitude 3, etc. Donc souvent, quand on a un séisme qui a fortement ébranlé une habitation, on demande de ne pas retourner dans l'habitation parce que souvent, les répliques peuvent faire l'habitation s'effondrer tout simplement. Donc, on reste vraiment en extérieur. Et ce n'est pas évident à vivre parce que les répliques, on les vit des jours, des semaines, parfois des mois après le séisme principal. Donc, c'est juste que la Terre, elle continue à envoyer des ondes le temps de libérer toute son énergie. Donc, ça peut être des traumatismes qu'on continue à vivre encore un petit moment jusqu'à ce que ça s'atténue. Voilà, c'était juste un petit rapide passage sur le contexte tectonique. Je surveille l'heure. Donc maintenant, je vais vous parler des lieux de protection séisme. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a 3 phases. Tous les risques se traitent de la même manière, l'avant, pendant et après. Donc, avant un séisme, c'est maintenant. Pendant qu'on est en train de parler, pendant que ça ne tremble pas, on a encore des possibilités de se protéger, de se préparer, d'anticiper. Sans en faire une obsession, mais malheureusement, comme c'est un risque imprévisible, il va falloir être tout le temps vigilant. Alors, premier lieu de protection, sous un élément solide. Donc, c'est une consigne universelle qui est répandue à travers le monde. Drop, cover and hold, se baisser, s'agripper, se protéger. Donc, le premier réflexe qu'on a, c'est souvent se protéger la tête. Pourquoi? Parce qu'en général, la plupart du temps, lors d'un séisme, le danger vient du haut. Donc là, vous êtes en train de suivre le webinaire. Par exemple, si vous levez la tête, vous pouvez voir au-dessus de vous tout ce qui est en hauteur, que ce soit un climatiseur, que ce soit tout simplement des étagères qui ont des objets en hauteur. Toutes ces choses-là, ce sont les premiers éléments qui vont vous tomber dessus si la terre tremble. Avant d'imaginer que le plafond va s'effondrer, il y aura d'abord des choses beaucoup plus légères qui vont s'effondrer. Donc l'objectif, quand on demande de se protéger sous une table, c'est pour éviter que le premier réceptacle soit votre tête tout simplement. C'est une partie quand même fatale. Donc sous une table ou un bureau solide. Et comme vous voyez les protagonistes, ils tiennent le bureau, ils tiennent les pieds de la table, donc un peu comme l'image juste avant, tout simplement parce que sous l'effet des secousses, le bureau peut se déplacer. Donc c'est prendre le temps de faire ce que j'appelle un diagnostic vulnérabilité et voir quels sont les éléments solides sous lesquels on peut s'abriter. Donc bien sûr, on fait preuve de bon sens, on évitera tout ce qui est table en verre, bien évidemment, mais si on est à proximité d'un bureau, ce sera notre premier refuge. Je dis bien premier refuge parce que même si on est à proximité d'une sortie, parfois ce ne sera pas possible de sortir malheureusement. On a tous envie d'être dehors en cas de séisme parce que personne n'a envie d'être enterré vivant. C'est vraiment la peur de tous. Malheureusement, parfois, la sortie n'est pas accessible ou même si elle est accessible, le séisme est tellement fort qu'on n'arrive pas à faire 2 pas. Donc, c'est vraiment chercher un moyen de se protéger pour essayer de sauver sa vie. Donc, premier lieu de protection, ce sera sous un bureau pour se protéger la tête et les carotides. Ce sera la même consigne si on est dans une salle, par exemple, de conférence et qu'on n'a pas de table. On sera toujours dans le même objectif, protéger la tête et les carotides. Donc, bien évidemment, son corps entier ne pourra pas rentrer sous la chaise, mais on protégera le haut de son corps. On ne protégera pas ses pieds, mais on protégera le haut de son corps. La consigne est valable si on veut aussi sortir d'un bâtiment, puisqu'il faudra se protéger des projections. Donc, si on arrive à attraper quelque chose pour protéger sa tête, ça peut être une chaise, ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose qui fait que le temps de s'éloigner des façades, on puisse protéger la partie, le haut de son corps, ce serait intéressant. L'idéal, ce serait d'avoir un casque, comme au Japon,
Bon, malheureusement, on n'en est pas encore à ce niveau de protection, mais si on peut avoir un casque à proximité de son lieu de travail, de son poste de travail, ce serait l'idéal. L'idéal, mais là, je suis vraiment dans un contexte parfait où on est assis à son bureau. Parce qu'on peut se déplacer, aller dans une salle de réunion, aller dans un réfectoire, aller aux toilettes ou autre, et le séisme peut se dérouler à ce moment-là. Donc là, je vous montre quelques images. Donc là, c'est quelques images de choses qui se décrochent. Comme je vous disais, avant de penser au plafond qui va s'effondrer ou à la structure qui va s'effondrer, on a d'abord tous les éléments beaucoup plus légers qui sont liés à notre aménagement, qui peuvent s'effondrer. Donc là, vous constatez un luminaire qui est tombé sur une table, même si a priori, elle ne paraît pas solide dans un premier temps, mais il vaut mieux que ce soit cette table qui réceptionne le luminaire plutôt que nos têtes. Donc l'objectif, c'est vraiment de se protéger de toutes ces choses qui vont se déplacer sous l'effet des secousses. Donc le danger, il vient du haut. Donc on a des choses qui vont se décrocher au-dessus de nos têtes, mais on a aussi des choses qui vont se déplacer. Donc c'est pour ça qu'on préconise aussi de fixer les meubles au mur. Donc là, je vous montre encore quelques photos de dégâts en intérieur. Donc là, vous voyez par exemple, quand on préconise de fixer les choses au mur, donc si par exemple là, c'était la sortie, ben, malheureusement, on ne peut pas y accéder parce que le meuble, sous l'effet des secousses, aura cédé. Le fait aussi d'avoir des objets ou des dossiers lourds qui sont mis en hauteur alourdissent aussi le meuble et fait que ça augmente la chance de ce meuble de se pencher, de tomber. Donc, on fait attention à tout ce qui est positionné en hauteur. Ce n'est pas évident parce que souvent, c'est positionné pour une question de gain de place, mais malheureusement, c'est un danger qu'on rajoute à son évacuation. Donc, on fait attention à tout ça. Donc, fixer les meubles au mur. Donc, je vous montre, j'ai des petites vidéos de simulation, mais bon, par respect, je ne vous montrerai pas de simulation. Je pense que vous avez déjà vécu tous le séisme à votre échelle, donc ce n'est pas nécessaire de vous remettre des images de simulation. Mais vraiment, l'objectif, c'est de vous montrer qu'il y a des systèmes de fixation. Donc, je ne suis pas experte en fixation, mais il y a des systèmes comme des équerres. Parfois, on peut fixer au mur, parfois, on peut fixer au sol. Mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que votre environnement de travail, votre environnement proche, ne soit pas un lieu où il y a des projectiles. Que vous puissiez arriver le plus rapidement possible, soit dans un lieu de protection, soit en extérieur, en évitant des obstacles sur votre passage. Autre lieu de protection, à part un meuble solide ou une chaise, ce sont les angles de mur pleins. Donc, quand je dis plein, je parle vraiment de mur et mur. On évite les angles de mur qui ressemblent à ça, c'est-à-dire baie vitrée ou moitié fenêtre, moitié mur, puisque le mur étant une transparence, donc une fragilité. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait un équilibre dans le bâti. Donc, quand les ondes sismiques arrivent dans le bâtiment, qu'elles aient la même répartition de part et d'autre. Si là, vous avez des vitres, ben forcément, ça va éclater et il y aura un déséquilibre des forces qui vont entrer dans le bâtiment. Donc, on fait en sorte de choisir, je parle bien de l'avant, donc en amont. Là, par exemple, pendant qu'on est en train de parler, si vous êtes dans une pièce, vous regardez autour de vous quels sont les angles de mur pleins qui sont disponibles. Souvent, on a des meubles d'angle qui sont très jolis, qui servent de déco dans l'aménagement de son bureau, mais malheureusement, ça peut être un lieu de protection, donc peut-être changer cet aménagement sans pour autant rendre son bureau en musée, ne pas faire un musée, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un lieu de protection, un autre lieu de protection en plus que son bureau. Et le comportement sera de se protéger la tête, donc avec ce qu'on peut. Donc là, dans l'idéal, ce serait avoir quelque chose qu'on peut positionner sur la tête. On reste toujours dans le même objectif, se protéger des choses qui vont nous tomber dessus. Donc là, quand on n'a rien, on fait avec ce qu'on peut, donc ses mains. Et enfin, troisième lieu de protection en intérieur, les embrasures de porte ou encadrement de porte. Donc pareil, on fait le choix d'un encadrement de porte solide. Souvent, dans les encadrements de porte intermédiaires, c'est parfois du placo. Donc, je ne suis pas experte en bâtiment, mais vous pouvez faire un diagnostic du bâti pour répertorier les endroits où il y a des murs porteurs. Donc, la plupart du temps, ce sont des portes d'entrée qui sont préconisées. Malheureusement, la porte d'entrée, c'est l'endroit par où certainement tout le monde voudra sortir. Mais on va y venir sur les autres sorties de secours. Donc, le positionnement, bien évidemment, pour tenir l'équilibre pendant les secousses. Ce qui va être dangereux, c'est les doigts, puisque ça bouge. On peut avoir des portes qui peuvent claquer, donc on fait attention aux doigts dans ce genre de protection. Donc, 3 lieux de protection, meubles solides, angle de mur plein et embrasure de porte. Donc là, je parle des lieux de protection quand on ne peut pas sortir. Donc, souvent, quand on a des infrastructures où on est à l'étage,
où on rêve de sortir. Malheureusement, ce ne sera pas tout le temps le cas. Dans le cas où on est au rez-de-chaussée, on va chercher à sortir. Ne pas se dire, comme je suis au rez-de-chaussée, je vais sortir, parce que ce qui peut nous angoisser, c'est de ne jamais penser à l'éventualité qu'on ne pourra pas sortir. Donc, toujours se dire, si je peux sortir, ok, je sors, mais si je ne peux pas, où je peux me protéger à l'intérieur de la structure dans laquelle je suis. Et c'est pour ça que ces lieux de protection, il faut les trouver maintenant. Les trouver maintenant, les matérialiser s'il le faut par des stickers ou des choses visibles et prendre le temps de le faire dans toutes les pièces de la structure dans laquelle on est. De sorte que si on se déplace, si on va dans le bureau d'une collègue, si on va au réfectoire ou autre, qu'on puisse avoir déjà les éléments visuellement marqués. Donc, on évite les encadrements intermédiaires. Donc, moi, je ne connais pas tous les encadrements intermédiaires, mais souvent, quand ce sont des choses qui ont été rajoutées après une construction, il y a souvent du placo-plâtre et ce n'est pas forcément des structures qui sont solides. Donc, on retient les lieux de protection intérieur, table ou bureau solide, angle de mur plein et encadrement de porte. Parfois, il va être nécessaire de réaménager l'espace, comme je vous l'ai dit, tout simplement parce que l'orientation des bureaux, l'orientation des machines, les choses qui ont été mises en hauteur peuvent être des projectiles en cas de séisme. Donc, s'il y a des pièces qui peuvent être dédiées au stockage, il vaut mieux qu'elles soient dédiées au stockage et qu'elles ne soient pas des pièces qui soient occupées par un être humain, par les travailleurs. Et on fait en sorte de dégager les sorties. Donc là, on va y venir, dégager les sorties et surtout les trajets de sortie. Donc, les trajets de sortie sont souvent encombrés par des machines à café, machines à eau, photocopieurs pour certains ou tout simplement de l'aménagement. Malheureusement, ça va faire partie de votre trajet d'évacuation. Pendant les secousses sismiques, tous ces éléments-là vont aussi se déplacer. Donc, au-delà du diagnostic vulnérabilité que vous aurez fait dans votre bureau, dans votre environnement immédiat, il va falloir prendre le temps de faire des trajets d'évacuation. Donc, le trajet de votre bureau à la porte principale et voir tout ce qui pourrait se déplacer et tomber déjà au-dessus de votre tête et tout ce qui pourrait se déplacer. Et à ce moment-là, il faudra réaménager soit votre espace de travail, soit l'espace commun. L'objectif, c'est que s'il faut sortir le plus rapidement possible, que la sortie ne soit pas entravée par des obstacles. L'aménagement, on peut le contrôler. La manière dont le bâti peut bouger, on ne pourra pas le contrôler. On ne pourra pas non plus contrôler la manière dont les collègues vont se comporter, mais on peut avoir un impact sur son aménagement. Et c'est là où il va falloir être très attentif pour réduire un maximum les risques. Faire attention aux aménagements roulants. Donc pareil, alors l'idée, ce n'est pas de tout fixer, mais au moins de bloquer les roues. Un photocopieur à roues, c'est quelque chose qui va se déplacer très violemment lors d'un séisme. C'est le cas, par exemple, dans les hôpitaux, quand on a des portes-perfusions. À l'hôpital, par exemple, il y a beaucoup d'objets qui roulent. Dans des entreprises où il y a des entrepôts, des ateliers, etc., on a aussi beaucoup d'objets roulants. Donc, vérifiez que quand ces objets sont stabilisés au sol, que les freins soient enclenchés. Même si on en a pour quelques secondes suffisent à ce que le séisme arrive, on ne sait pas. Donc, toujours veiller à ce que lorsqu'un objet est stabilisé, de bloquer le système de roue. Toujours dans l'avant, on va repérer les sorties de secours à l'intérieur. Donc, on repère les sorties les plus proches et on vérifie leur accessibilité. Souvent, il y a marqué sortie, prenez le temps d'ouvrir pour savoir ce qu'il y a derrière. Parfois, les sorties sont fermées à clé, parfois elles sont cadenassées, parfois elles ne mènent nulle part. C'est important de réviser tout ça, de prendre le temps de voir le fonctionnement de ces portes et d'être sûr que tout le monde est au courant de comment on sort. Parfois, on a des organismes qui ont des systèmes électriques. Donc, en cas de coupure d'électricité, savoir comment cette sortie est accessible. Est-ce qu'il y a une manivelle? Est-ce qu'il y a une porte qui se libère tout simplement? Quand on a des entreprises où il y a des badges pour entrer et pour sortir, savoir comment on peut déclencher la libération des portes, ça c'est important. C'est important de le savoir avant, donc c'est important pour chacun de prendre le temps de faire le trajet jusqu'aux sorties. Sortie principale, ok, mais sortie annexe aussi, pour éviter d'engorger les sorties principales. On aura tous le réflexe de sortir par là où on est rentré. D'autant plus si on est un organisme qui accueille du public. Le public n'a pas forcément accès aux sorties annexes que nous, on connaît. Donc, prendre le soin de se dire qu'il y a aussi d'autres sorties, de les vérifier, et surtout les sorties les plus proches de son espace de travail. Le meilleur moyen de vérifier que tout est OK, que les consignes sont bien acquises et que votre trajet d'évacuation est validé, c'est de faire des exercices de simulation.
Alors, quand je dis simulation, simulation comprend… Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font des exercices d'évacuation incendie. Là, je parle bien de simulation parce que tout le monde ne pourra pas évacuer pendant un tremblement de terre. Il y a des personnes à l'étage qui auront l'obligation, malheureusement, de se protéger là où ils sont. Il y a des personnes au rez-de-chaussée qui auront la consigne de sortir parce qu'ils sont à proximité des sorties. Même si, je répète, le rêve de tout le monde, c'est d'être dans un espace dégagé, ce ne sera pas tout le temps possible. Donc, les exercices de simulation, ça sert à ça. Ça sert à répéter inlassablement les consignes, répéter inlassablement la pratique de protection pour voir si le jour J, on est prêt à réagir de la même manière. Donc, au début, ça va paraître pénible et l'objectif, c'est de faire en sorte que les répétitions soient suffisamment ancrées pour que le jour d'un séisme, vous développez des réflexes, qu'on ne soit plus dans une réflexion, mais qu'on soit vraiment dans un réflexe. Je prends souvent la comparaison avec la conduite. Si vous vous souvenez de vos premières leçons de conduite, c'est un peu compliqué, hein, parce qu'il faut penser à débrayer, embrayer, on regarde le rétroviseur, on regarde un peu partout. Ce qui a fait que maintenant on conduit et on chante et on mange et on écoute la radio, etc., c'est tout simplement parce qu'à force d'avoir pris la voiture, on a développé des réflexes. On ne réfléchit plus à débrayer, embrayer, on ne réfléchit plus à ces gestes parce que c'est devenu un automatisme. Et je compare souvent l'accident de voiture au tremblement de terre. L'accident de voiture est aussi imprévisible. Tout le monde ne perd pas ses réflexes. Il y en a qui freinent au dernier moment, qui tournent le volant, etc. On a des consignes à respecter, mettre la ceinture de sécurité, freiner, ralentir, s'arrêter au feu rouge, au stop, etc. On a des consignes de sécurité. Et puis après, il y a ce qu'on appelle souvent la fatalité ou les choses qu'on ne peut pas prévoir. Mais dans les deux cas, on a quand même des consignes à respecter pour être un maximum en sécurité. Et le meilleur moyen de les valider, ce sera de répéter. Les points de rassemblement. Alors, le point de rassemblement, ça ressemble à ça. Donc, les points de rassemblement, c'est à l'extérieur d'un bâti. Souvent, les points de rassemblement sont près du bâtiment parce que la plupart des points de rassemblement qui sont matérialisés sont faits pour le risque incendie. Tous les risques ne sont pas forcément compatibles les uns avec les autres. Si le point de rassemblement est trop près du bâtiment, c'est que c'est certainement un point de rassemblement incendie. Les points de rassemblement pour les séismes doivent être éloignés du bâti, au moins 1,5 fois la distance du bâti que vous venez de quitter. Il faut que la distance à laquelle le point de rassemblement est matérialisé est égale à 1,5 fois la hauteur de ce bâti. Toujours pour la même raison, pour éviter les projectiles, pour éviter les chocs sur la tête. Donc, si jamais vous voyez un point de rassemblement qui est trop près du bâti, vous ne vous sentez pas en sécurité, n'hésitez pas à aller au-delà du marquage. Tout simplement parce que vous risquez de prendre des projectiles, soit des climatiseurs, soit des enseignes, enfin toutes les choses qui peuvent être en façade, ou un bâtiment tout simplement qui peut se dégrader, tomber ou s'effondrer. Tous les bâtiments ne s'effondrent pas en millefeuilles, c'est-à-dire le 4e étage sur le 3e, sur le second, sur le premier. Il y a des bâtiments qui se déforment, il y a des bâtiments qui se tordent, des bâtiments qui s'effondrent au milieu, donc en V ou en W. Donc, on n'a pas la maîtrise sur le bâtiment. Donc, on va quand même chercher à s'éloigner pour éviter un maximum de projectiles. Et on demande souvent aux personnes de rester un maximum de temps au point de rassemblement, même si le séisme est terminé, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des répliques. Donc, ce sont les secousses qui arrivent après le séisme. Dans le cas du Maroc, il y a eu des répliques 19 minutes après le séisme. Donc, si jamais vous décidez, par exemple, de retourner dans un bâtiment pour récupérer sac ou portable, vous pouvez être pris au piège parce que si le bâtiment était fortement fragilisé à cause des secousses sismiques, ben, il peut tout simplement s'effondrer à cause des répliques. Donc, on attend. C'est ce qui va être le plus difficile et le plus désagréable, c'est d'attendre dans un espace dégagé, en pensant à sa famille, en pensant à ses affaires, etc. Mais le plus important va être votre vie à ce moment-là. Donc, on reste un moment au point de rassemblement et on attend au fur et à mesure que les répliques soient de moins en moins prononcées. Et on ne prend pas d'initiative personnelle de retourner dans le bâtiment, même si on a l'impression que son bureau est près de la sortie pour aller chercher telle ou telle chose. C'est vraiment une concertation d'équipe pour savoir comment on retourne dans le bâtiment, quel trajet on va emprunter dans ce bâtiment également. Les indispensables, je surveille l'heure, j'ai tellement de choses à dire, mais je ne peux pas tout dire. Donc, les indispensables, les éléments qui vont être très importants, ça va être les kits de survie. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, il y a différents kits de survie. Donc, moi, j'en commercialise un, le petit kit Vigilance Caraïbes, qui est un kit qui est transportable partout.
Donc, il y a le petit kit où il y a le minimum vital, je dirais, donc des éléments pour sa santé, sa sécurité, et j'ai rajouté des choses autour de la gestion du stress, parce que pour moi, c'était important. Il arrive que ce soit tellement imprévisible qu'il y a des personnes qui sont tétanisées par un séisme, donc qui n'arrivent pas à réagir. Donc, le kit de survie, faites en sorte d'avoir des éléments qui vont vous servir, qui peuvent vous servir pendant, à vous calmer, et après aussi. Donc, tous les éléments indispensables, comme le sifflet pour signaler sa présence quand on est sous les décombres. Le sifflet va vous servir va servir de relais à votre voix. Quand on est coincé quelque part pendant des heures, pendant des jours, on n'est pas tout seul coincé, on veut tous se faire repérer, donc on va tous crier à l'aide. Je prends le cas du séisme d'Haïti où il y a des personnes qui étaient aphones à force de crier. Parce qu'à un moment donné, on n'a plus de force. On est là sans boire, sans manger, on a juste besoin de se faire repérer. On use toutes les forces possibles et inimaginables pour qu'on puisse nous entendre à l'extérieur. Donc, il y en a qui n'avaient pas de sifflet, bien évidemment, mais qui arrivaient à cogner sur des choses pour qu'on puisse les entendre de l'extérieur. Couverture de survie, donc avec la face dorée et la face argentée. On a aussi lampe frontale, donc pour se faire repérer ou pour s'éclairer. Se faire repérer quand on n'a pas de force aussi, c'est important, parce que les lampes frontales, elles peuvent avoir plusieurs positionnements, comme des positionnements clignotants qui permettent de signaler sa présence. Et tu as un document pour photocopie de papier d'identité. Donc, j'ai vu certains reportages où il y a des personnes qui cherchaient à retourner à l'intérieur de chez elles pour prendre des papiers d'identité, surtout pour des personnes qui suivent des traitements médicaux. Mettre de l'argent liquide dedans parce que, suite à un séisme, on n'a pas un TPE qui fonctionne ou un distributeur qui va fonctionner tout de suite. Même si la solidarité se met en place, comme je le vois au Maroc, où vous avez vraiment une très forte solidarité, donc on va s'entraider. Mais à un moment donné aussi, la vie aura besoin de reprendre, les commerces auront besoin de reprendre. Donc à ce moment-là, les transactions monétaires aussi vont reprendre. Donc c'est important d'avoir un minimum sur soi. Photos de famille aussi à mettre dans le kit de survie pour faire des recherches. Des fois, c'est important. Et puis tous les autres éléments pour gérer son stress, gérer son calme et des éléments de secours aussi. Donc ne pas confondre kit de survie et trousse de secours. La trousse de secours, c'est vraiment que des éléments de secours. Le kit de survie, dans le kit de survie, on peut mettre aussi une trousse de secours à l'intérieur. Et puis vous avez des kits beaucoup plus conséquents aussi, comme des kits du Japon. Donc j'en ai un également. Donc dedans, on a casque, on a de l'eau, on a lampe frontale, on a des gants. Donc vous verrez que vous voyez qu'après le séisme, les secours ne sont pas là tout de suite. Il y a vraiment des zones qui sont vraiment inaccessibles. Donc, le premier secouriste qui sera à votre côté, ce sera votre voisin, ce sera vous-même. C'est pour ça qu'il est hyper important d'avoir de quoi se débrouiller seul pendant un certain nombre de temps. Parce que les heures qui passent, ce sont des vies qui comptent aussi. Donc, on va chercher à déblayer, on va chercher à aider, on va chercher à tenir bon en attendant que les secours officiels arrivent, quand ils arrivent. Donc, le kit de survie, c'est quelque chose qu'on peut avoir dans son sac quand il est petit, avoir dans des emplacements au niveau de son bureau. Donc, par exemple, de mon côté, quand je démarche des entreprises, quand elles prennent les kits de survie, elles les positionnent dans des lieux de protection. Donc, souvent, ils font des aménagements sous les bureaux, dans les angles de murs. Alors, ça dépend de la sensibilité du chef d'entreprise. Mais parfois, il y a vraiment, l'entreprise est vraiment, j'ai envie de dire, aménagés de kits de survie de différents formats. Il y en a qui vont en mettre de beaucoup plus gros, beaucoup plus conséquents à proximité de la sortie. Et le mot d'ordre, ça va être lors de l'évacuation que si on passe devant, on évacue avec. Parce que dedans, ils auront mis des choses beaucoup plus conséquentes comme des tentes, comme des pioches, des pelles, des masques. Donc le masque est important. Masque FFP2, alors là, on n'est pas en période de Covid, mais il est important. Pourquoi? Parce que vous voyez, après un séisme, la poussière de frottement des bâtiments, qui est souvent appelée la poussière de pouzzolane, quand on a déjà des problèmes respiratoires, il vaut mieux ne pas la respirer. Donc le masque va chercher à se protéger de tous ces éléments qui sont dans l'atmosphère le temps qu'ils s'atténuent. Et vous voyez des éléments anti-stress comme la balle anti-stress, les boules qui les graines de cacao cru. Donc je cherchais à mettre des éléments naturels et non périssables, des dosettes de sucre, parce que l'effet de succion, ça aide à calmer. Souvent, quand on a un gros stress, on a tendance à se diriger vers des éléments sucrés. Donc ça aide à s'apaiser. Et des lingettes nettoyantes, désinfectantes. Et je vois que c'est un petit peu rogné, mais tout en bas, il y avait nécessaire de secours. Donc, lingettes désinfectantes et nettoyantes, tout simplement parce que dans un petit kit comme ça, en format sac banane, on ne peut pas mettre de l'eau. Donc, on est vraiment dans le kit d'urgence où on va panser une plaie rapidement ou permettre de faire un pansement compressif parce qu'on a une hémorragie. Donc, l'idée du sac banane, c'était d'avoir des éléments facilement transportables, d'avoir les mains libres en cas d'évacuation.
Donc, le fait d'attacher la sacoche sur soi, on n'a pas à tenir un sac. Donc là, on peut pousser des portes, tenir des mains s'il le faut, porter des choses, et puis d'avoir les éléments facilement accessibles devant soi à portée de main. Donc, c'est vraiment un choix réfléchi de sac banane. Et ensuite, quand vous êtes sur des kits de survie collectifs, là, on est sur un package qui est différent. Donc, on peut mettre des kits de survie qui roulent à proximité de la sortie. On peut mettre aussi des kits de survie dans sa voiture, tout simplement parce que la voiture est souvent sur un parking dégagé en fonction de la configuration d'une entreprise. Donc, on sait qu'on pourrait y accéder et accéder aux éléments qui sont à l'intérieur. Donc là, on peut aller plus loin dans tout ce qui est pioche, pelle, lampe, radio, chaussures et bien évidemment des éléments d'hygiène. Voilà, voilà. Donc, pendant un séisme, est-ce que j'ai encore du timing? Oui, tout va bien. Donc, pendant un séisme, si tout est fait en amont, le plus important, ça va être l'avant. Parce que le pendant, vous n'allez rien faire d'autre que vous protéger dans les lieux de protection que vous aurez repérés en amont. Donc, l'objectif, c'est de ne pas être dans une réflexion pendant le séisme, parce qu'on a déjà l'atmosphère qui est anxiogène, qui empêche de réfléchir. Entre les cris, entre les pleurs, entre les personnes tétanisées, entre les bruits, c'est tellement anxiogène que si on se met à réfléchir à ce moment-là, on perd souvent tous ses moyens. Donc, l'objectif, c'est qu'on aura tellement répété avant, on aura tellement fait le nécessaire avant que lorsqu'on entend un grondement, lorsqu'on sent des premières secousses, eh bien, le réflexe, c'est qu'on se protège tout simplement dans les lieux qu'on a repérés en amont. Donc, pendant, tout ce qu'on a à faire, c'est hop, rentrer sous une table quand on ne peut pas sortir, je répète, rentrer sous un élément solide quand on ne peut pas sortir, ou dans l'angle d'un mur plein, ou dans l'embrasure d'une porte pendant les secousses sismiques. Là, la photo que je vous ai prise, c'est chez moi, en Martinique, donc à Fort-de-France. On a eu un très gros séisme en novembre 2007 qui a vraiment beaucoup traumatisé la population. Et dans les bourgs de centre-ville, les magasins sont souvent très rapprochés. Donc, parfois, il est même plus prudent de rester à l'intérieur plutôt que de sortir. Donc là, tous ces ornements n'existent pas. Mais tout ça pour vous dire que quand on pense qu'on est sorti et qu'on est sur le trottoir, on n'est toujours pas en sécurité. Parce que toutes ces choses auxquelles on ne pense pas peuvent encore s'effondrer sur nous. Donc, parfois, il sera nécessaire carrément de se mettre au milieu de la rue. Quand on est en voiture, souvent, quand on est en voiture, on ne ressent pas forcément l'effet des secousses, tout simplement parce que les amortisseurs de la voiture sont là pour emmagasiner les ondes et les chocs. Donc, les premières sensations qu'on a, en tout cas les retours que j'ai des personnes qui ont vécu le séisme, je dis bien en voiture, c'est-à-dire en roulant, hein, pas dans une voiture qui est stationnée ou stabilisée. Mais quand on roule, on a les deux sensations qui reviennent le plus souvent. C'est la sensation de perte de contrôle du véhicule ou la sensation d'un pneu qui crève. Si un jour vous avez ces deux sensations, c'est peut-être que la Terre est en train de trembler. Alors peut-être que vous avez un problème aussi avec votre voiture, hein, mais peut-être que la Terre aussi est en train de trembler. Donc à ce moment-là, observez le paysage autour de vous, observez les voitures autour de vous qui vont certainement aussi perdre le contrôle. Donc vous allez peut-être les voir se déporter sur la gauche ou la droite, ou tout simplement observer le paysage. Vous allez voir des poteaux qui bougent ou des gens tout simplement qui se rassemblent à l'extérieur. Donc si vous êtes en voiture et que vous êtes dans un espace dégagé, tout va bien. Si vous êtes en voiture, que vous êtes sur un pont, sous un pont, dans un tunnel ou dans un endroit où vous n'avez pas de visibilité, il y a trop d'arbres hautes, sortez de la voiture. Parce que vous ne voyez pas le danger arriver sur vous. Donc l'habitacle, vous pouvez avoir la sensation que l'habitacle peut vous protéger. Elle peut vous protéger d'une chute qui va être modérée. Mais une chute violente, vous pouvez être fortement blessé, notamment parce qu'il y a des vitres aussi dans la voiture. Même si les pare-brises vont jouer leur jeu avec les films protecteurs, mais l'idée, c'est de ne pas être coincé dans sa voiture non plus. Donc, vous faites attention, si vous êtes dans un espace où vous n'avez aucune visibilité sur votre environnement, aucune visibilité d'un espace dégagé, sortez de la voiture. Si vous êtes sur un pont, sortez du pont. Si vous êtes dans un tunnel, sortez de là aussi, pour ne pas être enseveli sous les décombres. Alors, je suis consciente que c'est très facile, hein, ce que je raconte. Un séisme se passe très vite entre le moment où on réalise que la Terre tremble et le moment où on se met en action. Je suis consciente, là je suis vraiment dans un idéal. Si vous avez ces sensations que je viens de vous décrire, ne réfléchissez pas une seconde. N'ayez pas peur du ridicule à vous dire j'étais le seul à sortir, j'ai quitté ma voiture, le ridicule ne tue pas. Par contre, le fait de ne pas rentrer en action, ça peut être fatal. Donc n'hésitez pas à, si vous avez un doute, observer votre environnement et à agir tout de suite. Après un séisme,
Après un séisme, c'est le moment où on a évacué, on a quitté son lieu de protection. Si on était resté à l'étage, si on était resté sous son bureau, dans l'angle de mur, dans l'encadrement de porte, c'est à ce moment-là qu'on va évacuer vers des sorties de secours qui sont accessibles. On fait attention en évacuant tout simplement parce qu'il y aura certainement des escaliers empruntés. Donc, il y a en Martinique, nous, ça nous est arrivé, il y a des lieux où les escaliers ont complètement disparu. Donc, vous aviez des personnes qui étaient coincées à l'étage. Donc, les escaliers, ce sont des structures fragiles. Quand vous empruntez un escalier après des secousses sismiques, faites attention, allez-y à tâtons. Même si on est tellement effrayé qu'on a juste envie de sortir de là où on est parce que ça a été suffisamment traumatisant, on n'a plus envie de rester là. Faites attention parce que le pied sur lequel vous allez mettre la marque sur laquelle vous allez mettre votre pied peut elle aussi s'effondrer, disparaître. Donc, on y va vraiment à tâtons. On fait attention aux fissures qui vont apparaître. Donc, je reviens sur la slide d'avant. On évacue, on va au point de rassemblement. Point de rassemblement, pourquoi? Parce que c'est pour voir si tout le monde répond à l'appel. Donc là, on est toujours dans l'idéal. C'est important de voir si tout le monde est là et tout le monde est en état. Donc, dans le risque incendie, il y a ce qu'on appelle des guides-fils ou des serre-fils qui, lors des évacuations, sont censés mener l'évacuation et le serre-fil est censé fermer l'évacuation. Donc ça, c'est bien joli en incendie, en séisme, on est dans un stress différent. On est dans des choses qui ont bougé, donc parfois, ouvrir une porte peut créer un effondrement. Donc, ce qui va être compliqué, ce sera de garder son rôle pur et dur en tant que serre-fil incendie et faire un copier-coller sur le risque sismique, ce ne sera pas possible. Donc, quand on est à l'extérieur, quand on est au point de rassemblement, c'est là qu'on regarde si tout le monde répond à l'appel. Et à ce moment-là, on voit s'il manque des collègues et on regarde comment on retourne à l'intérieur du bâtiment de manière organisée pour porter secours à son collègue quand c'est possible. Et bien évidemment, tout ce qui est gestion du stress dans tout ce qui est kit de survie individuel ou collectif. Je vous ai déjà parlé des escaliers. Donc, quelques précautions à prendre, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure. Donc, les répliques, on ne retourne pas dans un bâtiment fragilisé après un séisme, comme je vous ai dit tout simplement parce que si vous retournez dans un bâtiment fragilisé après des secousses sismiques, il peut tout simplement s'effondrer sous l'effet des répliques. On demande de rester au moins 45 minutes à l'extérieur, ce qui peut paraître extrêmement long, surtout quand on a des proches à l'intérieur d'un bâti. Malheureusement, alors 45 minutes, c'est une durée qui a été établie par les scientifiques, même si on ne sait pas jusqu'à présent, et eux-mêmes vous le disent, qu'ils ne savent pas en combien de temps des répliques peuvent arriver après un séisme principal. Et là, vous l'avez vu, on demande de rester au moins 45 minutes, mais 19 minutes après, les répliques sont arrivées. Elles peuvent arriver très rapidement, elles peuvent arriver au-delà de 45 minutes aussi après. Donc, ça va vraiment dépendre de l'intensité du séisme principal. Et bien sûr, on ne touche pas aux fils électriques qui sont au sol parce que le courant continue de passer. Donc, on ne bouge pas le fil électrique avec ses pieds parce qu'on veut passer ou on veut aider ou autre. On fait vraiment attention à tout ça. Toujours dans l'après-séisme, même si ça paraît logique pour certains et visible qu'on a vécu un séisme, il y a des personnes qui sont tellement bouleversées qu'elles n'ont même pas conscience, elles n'ont pas compris ce qui s'est passé. Donc, c'est important au point de rassemblement de redire à ses collègues, de redire à l'organisation, nous venons de vivre un séisme. Nous venons de vivre un séisme qui est très fort, qui a telle ou telle conséquence, et de rassurer les personnes. Donc, quand on n'a pas anticipé, quand on n'a rien fait en amont, c'est souvent difficile de rassurer. Ne pas mettre tout le poids sur le chef d'entreprise qui reste aussi un être humain avec ses peurs et ses faiblesses. Donc, faire en sorte de travailler sur une équipe en amont avec entre guillemets, des assistants qui pourront aider à l'organisation de cellules de crise, de gestion de crise. Donc, le PPMS, qui est le plan particulier de mise en sûreté, qui est une cellule de crise, hein, tout simplement, qui est très réputée dans les entreprises et les associations, c'est l'organisation de crise. Donc, c'est à ça que vous serviront aussi les exercices d'évacuation, les exercices de simulation, pardon, à mettre un scénario en place, un objectif en place, pour se dire, OK, ben là, on fait un exercice et on va voir en combien de temps les collègues arrivent à l'extérieur. OK, on fait un exercice. Et lorsqu'on est au point de rassemblement, on va dire à une collègue de ne pas s'y rendre et voir si les collègues font l'appel. Et on voit qui manque à l'appel et comment on s'organise pour retourner. On fait un exercice d'évacuation, de simulation, et on va simuler des blessés. Et c'est à ce moment-là qu'on va soigner
et qu'il va être important de se former aux gestes de premier secours. Donc tout ça, on est toujours d'accord que c'est en amont du séisme, parce que l'après, c'est à ce moment-là que les sauveteurs secouristes du travail vont rentrer en action. Donc ce sont des formations qui sont indispensables, tout simplement parce que après une catastrophe, les secouristes n'arrivent pas tout de suite, les pompiers n'arrivent pas tout de suite, le secours international n'arrive pas tout de suite, il va falloir faire avec les moyens qu'on a. Donc une formation geste de premier secours, c'est 2 jours de formation, mais ça peut sauver des vies. Donc là, on apprend le massage cardiaque. Il y a aussi ce qu'on appelle les premiers secours en santé mentale. On apprend aussi à approcher les gens qui ont vécu un traumatisme, à être à l'écoute. Donc ça aussi, ça va être important et indispensable. Je retourne juste sur la slide d'avant. Alors, vous voyez qu'il y a une petite radio où je mets s'informer. Souvent, les lignes sont interrompues. Hein. Que ce soit téléphonique ou ligne radio, c'est interrompu. C'est pour ça qu'il est important de connaître les consignes de sécurité et de s'entraîner parce que les informations officielles n'arriveront certainement pas tout de suite. Et bien évidemment, être solidaire et se soutenir. Donc, le Maroc l'a fait preuve d'une belle solidarité. Quand bien même on a des conflits entre collègues, souvent après une catastrophe, on est tous au même niveau et on est très content de voir le collègue avec lequel on ne s'entendait pas forcément parce que c'est juste une figure familière et on a besoin de ce soutien-là pour tenir bon. Donc, geste de premier secours vraiment indispensable en cas de catastrophe. Et le plus dur, après, ce sera la patience. Patienter sans information, patienter dans une atmosphère qui est très anxiogène, patienter en entendant des cris, en entendant des alarmes qui se déclenchent, en attendant des effondrements, en attendant des sirènes, etc. Donc, c'est là qu'il va falloir faire preuve de patience et c'est pour ça que c'est important la partie que j'ai rajoutée dans mes formations, qui est la partie gestion du stress, parce que pour moi, c'est la partie la plus dure, c'est l'après. C'est faire face à un chaos qui est envahissant. On ne sait pas par quoi commencer. L'atmosphère est très anxiogène. Il faut tenir bon face à des infrastructures qui se sont effondrées, face à son activité qui est touchée et face à des salariés qui ne sont pas forcément en mesure de reprendre le travail. Ne serait-ce que par le fait qu'ils aient été touchés au sein de leur travail, mais ne serait-ce aussi par le fait qu'ils aient perdu des familles dans une catastrophe. Donc, c'est comment on rebondit avec tout ça et comment on met en place très rapidement une cellule de crise et comment on se forme surtout à l'écoute et à la psychologie pour aider les collègues à tenir bon en cas de séisme. Voilà tout. J'ai été au plus vite. Merci de votre attention. Ops. Et voilà Marion, j'en ai fini. J'ai été très rapide. Ah là, effectivement, au niveau du timing, on est bon. Donc déjà, merci beaucoup Astrid pour cette intervention qui est vraiment riche en informations. Donc on va maintenant passer aux questions-réponses. Donc si vous avez des questions, vous pouvez maintenant non pas lever la main, mais tout simplement mettre votre question, l'inscrire dans la partie chat. Comme ça, on va pouvoir, s'il y a des questions, les poser à l'oral. En tout cas, bon, on a eu, même si c'était un condensé, ça permet quand même de quand même mieux maintenant savoir un petit peu tout ce qu'il faut faire. Hein. Donc là, je crois que notre to-do list à tout le monde, ça y est, elle est établie. Donc réaménager les espaces pour avoir des lieux de protection en intérieur, faire des simulations, avoir un kit de survie, se former aux gestes de premier secours. Donc là, on a quand même des outils pour pouvoir se préparer au mieux pour un prochain événement qui, je l'espère, ne va pas arriver de sitôt, mais on n'est jamais trop préparé. Donc voilà, donc si vous avez des questions… Je peux enlever la présentation, enfin je ne sais pas si je verrai les personnes, tu mais peux vous pouvez prendre mes coordonnées, n'hésitez pas. Voilà, je vais vous partager ça également, exactement. Si vous souhaitez, voilà, en tant qu'entreprise, avoir un accompagnement plus dense, plus détaillé avec Astrid, n'hésitez pas à la contacter. Et puis, voilà, j'ai l'impression, voilà, c'est plus des remerciements dans le chat pour cette formation. Donc voilà, donc je pense qu'on est tout bon. De toute façon, donc vous avez la possibilité de revisionner le webinaire sur la chaîne YouTube de la HK Maroc. Donc, on va le mettre en ligne d'ici quelques heures. Et voilà, donc s'il n'y a pas de questions, déjà, merci encore à Astrid Ostolog donc, jamais pour la contribution. Formation aussi rapide, donc
J'étais vraiment stressée par le timing, mais j'ai essayé de tout brosser. C'est vrai que les parties prennent en général beaucoup plus de temps, notamment le diagnostic vulnérabilité, qui est vraiment quelque chose qu'il faut prendre le temps de faire. Et notamment la pratique pour voir si on est apte à se baisser tout simplement sous un bureau. Mais voilà, j'ai donné le maximum pour vous donner une trame. Après, n'hésitez pas à me contacter. Je peux faire des formations à distance et je me déplace aussi. Ah, ça c'est bon à savoir, ce petit détail. Superbe. Alors merci beaucoup Astrid. Merci encore à tout le monde pour votre Merci aux écoute. participants. Très bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Merci. Au revoir, merci à tous.